Bonjour à tous. Merci à Bruno et Stéphanie de nous accueillir pour ce colloque sur le UX. Tout d'abord, on va se présenter, même si c'était très succinct. Il va y avoir une série de questions qui vont nous lancer, donc ça va être toi qui vas commencer, je pense. C'était ma question. Présente-toi quelques mots. Voilà. Ça tombe bien. Qu'on se présente, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. Donc, bah, Enchanté tout le monde, donc, moi c'est Ariel. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, moi j'ai un bac en neurosociologie et neurolinguistique à l'Université de Montréal. Après ça, j'ai décidé de changer de branche. J'ai décidé de changer de branche complètement. J'ai fait un certificat, un parcours entrepreneurial au HEC. Puis en même temps, j'ai fait une maîtrise en gestion en expérience utilisateur. Vraiment, ce qui m'a amené dans le la maîtrise. Bonjour tout le monde, moi c'est Samuel Gremaud. Je suis chez Desjardins en tant que designer UX depuis maintenant 2019. Et avant ça, j'étais développeur. J'ai fait ça pendant à peu près 10-15 ans, jusqu'à ce que je réalise que j'aimais plus ça. Et donc, je suis retourné à l'université, à Polytechnique, pour faire une maîtrise en ergonomie et UX. Et puis voilà, je fais ça maintenant depuis quelques années. Comme je disais, donc François Comtois, je suis lead designer chez Desjardins depuis 5 ans maintenant. Et puis dans l'UX, depuis une quinzaine d'années. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre compagnie Desjardins? Alors, je vais présenter en quelques chiffres. Déjà, on est en tant que UX designer uniquement, et que dans notre direction, on est 37 déjà, ce qui fait déjà un assez gros volume de UX designers dans une compagnie. Et si je comptais, à mon avis, l'ensemble des designers UX dans toutes les directions, on serait aux alentours d'une soixantaine, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même un certain nombre, une grosse communauté. À une époque, on embauchait beaucoup, maintenant, ça se calme un petit peu le temps que les projets se mettent en place, quoi. Mais voilà, 37 UX dans notre direction. Et puis, un des plus gros employeurs du Québec, avec 58 000 employés, qui sont au service de ce qu'on appelle nos membres clients. Au bout d'un moment, on ne dit même plus utilisateurs, on dit membres clients. Parce que, d'ailleurs, Desjardins n'étant pas une banque au sens strict du terme, mais plutôt une coopérative, nos utilisateurs sont membres de la banque Desjardins, des caisses Desjardins. Et ces 58 000 employés en plus ont accès, souvent, ils ont un accès privilégié à des nouveautés. Nous, on les nomme les primeurs, mais enfin, ils font partie un peu de notre panel de personnes qui vont pouvoir aussi réagir sur les outils et les nouvelles fonctionnalités qu'on met en ligne. Et alors, notre mission, c'est de connecter effectivement nos membres clients avec nos services bancaires, mais comme tout UX designer aussi, c'est de les connaître, savoir comment ils réagissent, quelles sont leurs habitudes bancaires, et de rentrer en empathie beaucoup avec nos utilisateurs pour savoir quels services on peut leur apporter et de la meilleure des façons. J'ai une question. Qu'est-ce que le UX pour vous et comment vous définirez une bonne expérience utilisateur? Alors là, ça va être du coup plus personnel, mais de mon point de vue, l'UX, c'est presque tout ce dont vous vous souvenez d'une expérience que vous avez eue avec un service, n'importe lequel. Donc, si je transpose ça par exemple à la restauration, ça ne va pas être uniquement le plat que vous avez mangé, c'est aussi comment vous avez réussi à stationner à côté du restaurant, c'est comment vous avez pu réserver, c'est comment vous êtes senti au moment de la réservation, quelle était l'ambiance. Donc oui, il y a des services que l'on apporte, un service Interac, un service de gestion de ton hypothèque, mais il y a aussi tout autour la façon dont tu l'as utilisé, dans quel contexte, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir accès, est-ce que l'accès à ces services était simple ou pas, quoi. Donc voilà, c'est tout ce dont vous vous souvenez autour d'une tâche que vous avez certes réalisée sur n'importe quel des supports, je pense à Airbnb ou autre. C'est pas uniquement juste la fois où vous payez le chalet que vous vouliez louer, mais plutôt toute l'expérience que vous avez autour, et donc il y en a beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'humains, et donc il y a beaucoup de variables qui
qui définissent une expérience. Là, on va la présenter en fait, chacun de tour parce que le UX, vous pouvez demander à 10 personnes 10 UX différents et vous aurez 10 définitions différentes. Pour moi, une bonne expérience utilisateur, c'est paradoxalement une expérience qui ne se voit pas. C'est lorsque un utilisateur fait une tâche, puis il a réussi à faire ce qu'il voulait, et il se dit ben, je ne vois pas comment ça aurait pu faire autrement, c'était parfait, je suis content, et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Contrairement à une mauvaise expérience utilisateur, c'est quand la personne elle ressort, elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait, ou pas comme elle pensait pouvoir le faire, et puis elle a des frustrations. Puis nous, en tant que UX designer, ben, c'est de trouver les problèmes, c'est de trouver ces frustrations qui vont arriver avant que les gens tombent dessus et les corriger pour que justement ils aient la meilleure expérience possible. Et je vais aller dans le même sens que mes deux collègues. Donc, pour moi, l'expérience utilisateur, c'est tout d'abord une bonne expérience qui se caractérise par la satisfaction de l'utilisateur tout au long de l'interaction avec l'interface, un service ou fonction de bien d'autres situations dans lesquelles on peut retrouver une expérience utilisateur. Et pour moi, ça implique une interface fluide, une navigation également qui est fluide à travers le site Internet ou les services, une réponse efficace la réponse à laquelle je suis d'accord, ou la réponse à laquelle la personne a désolé s'attend, et une identité qui se veut agréable. Donc, le tout doit vraiment être concentré sur la compréhension des besoins pour nous, des membres des clients, mais en général des utilisateurs qui utilisent ces services, et surtout de leur comportement. J'aurais une question pour toi, Ariel. En quoi le UX diffère de l'interface d'utilisateur? Oui, alors je vais y aller un petit peu plus du côté psychologie que mon bac. Donc pour moi, une expérience utilisateur, comme on l'a nommé, ça englobe l'ensemble des émotions que les utilisateurs vivent à travers leur parcours et des perceptions qu'ils reçoivent lorsqu'ils interagissent avec une certaine interface. Mais tout ça va bien au-delà de, pour moi, l'interface utilisateur, donc le UI. Alors, la façon dont je me le résume à moi, c'est que le UI est une partie intégrale du UX, mais ce n'est pas le UX au complet. Donc, on a besoin du UI pour avoir un bon UX, mais le UI va venir mettre des petits bombes sur un UX qui est bien fait à la base. Même si on a un excellent UI, si le UX à la base est mauvais, l'expérience malheureusement va se traduire par le UX de l'interface. Donc, c'est un élément clé de cette dernière, mais ça englobe par contre des aspects vraiment qui sont plus liés à la facilité d'utilisation et à la satisfaction, comme je disais tantôt, globale de l'utilisateur et aux besoins spécifiques. Moi, j'ai une question pour François. Alors, comment travaillez-vous avec d'autres équipes pour intégrer leurs objectifs dans un projet? Alors, comme je montre un peu le schéma, là, on se retrouve souvent au sein des conversations parce que, en tant que UX, et même en général en tant qu'équipe de conception, c'est ça, on fait le pont entre l'utilisateur et puis la version finale du service qu'on va proposer via les développeurs. Et tout. Donc, en fait, le UX et puis plus généralement l'équipe de conception, donc avec constituée d'une UX, d'une UI, des rédacteurs UX, ça c'est peut-être propre à Desjardins, on est spécialisé dans chacun de ces domaines-là et des traducteurs, forment une équipe de conception qui est dans laquelle les débats on débat beaucoup de la façon dont on peut organiser le service et de ce qu'on pense être le meilleur service possible. Et après, une fois qu'on est assez d'accord entre nous, on interagit avec les product owners, les analystes d'affaires, les développeurs, le Scrum Master, si on travaille, mais la plupart du temps on travaille en agile. Et puis après, il y a encore des équipes plus larges qui sont le marketing, l'accessibilité, entre autres, il y en a d'autres, mais l'accessibilité, alors l'accessibilité est très importante chez Desjardins, puisqu'on a pour mission d'avoir les plus hautes cotes d'accessibilité. Donc ça, c'est un partenaire très important. Les communications et le légal. J'en oublie peut-être même la conformité ou d'autres métiers comme ça qui gravitent autour, avec lesquels on va s'arrimer pour pouvoir sortir le produit qu'on nous a demandé de sortir ou l'améliorer. Je veux dire, si c'est pas une première, si c'est pas un premier jet. Voilà. Je pense qu'il y a une question là. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de création de site web? Ouais. Alors, nous, on travaille vraiment sur la partie transactionnelle informationnelle, c'est-à-dire la partie transactionnelle, c'est à partir du moment où vous vous connectez à l'application ou au site web pour faire vos transactions, vos interacts, gérer vos comptes, etc.
Et puis la partie informationnelle, c'est tout ce qui n'est pas connecté sur desjardins.com. Donc toute l'information liée à nos produits et services. Et donc le processus, il y a une première partie qui va être de savoir sur quoi on va travailler, quelle est l'échéance et en gros aussi l'enveloppe budgétaire que l'on a, donc c'est la partie de planification, où on va déjà négocier un peu la problématique qu'on nous suggère, est-ce que c'est améliorer telle ou telle chose, quels sont les ICP, donc les indices clés de performance que l'on doit obtenir à la fin de ce projet. Qu'est-ce qui justifie déjà qu'on mette $1 et même une minute de travail sur ce projet-là, et comment on va le planifier. Ensuite, découvrir nos utilisateurs. Alors, à force de travailler chez Desjardins, on commence à connaître bien nos utilisateurs. On a d'ailleurs le marketing qui va faire des personas. C'est un des outils qu'on utilise, comme je pense, 100% des UX designers, c'est-à-dire de se projeter dans des archétypes d'utilisateurs que sont les personas. Et pour ça, donc, on est aidé par la recherche, qui a une entité spécifique chez Desjardins qui va s'occuper de mieux comprendre nos utilisateurs, de faire des tests utilisateurs de différentes formes, que ce soit monitoré par un chercheur ou alors que ce soit en ligne. Et donc toutes ces parties découvertes, là, ça nous permet de rentrer en empathie avec nos utilisateurs, savoir dans quel contexte ils utilisent tel ou tel service, est-ce que c'est plus web, plus application mobile. Donc maintenant, c'est 70 ou 80% des interactions se font sur mobile. Et puis là, on va partir après, une fois qu'on a bien dégrossi les problématiques, quelles sont les vraies problématiques auxquelles l'utilisateur se retrouve. Alors, je rajouterai aussi la vigie, la carte d'empathie. Voilà. C'est ça, on arrive en empathie avec l'utilisateur. Et puis là, on va concevoir du coup les différentes manières, on va mettre différentes manières, plein d'hypothèses en fait, qui vont nous permettre de régler cette problématique-là, ou ces problématiques-là. Donc c'est une partie de conception, beaucoup d'idéation, d'ateliers, que ce soit en équipe, juste équipe de conception ou alors équipe élargie, quoi, où là on va arriver à la fin à l'aide de parcours d'utilisation, de wireframe. Alors wireframe, peut-être qu'on le savent, mais en tout cas c'est une version de l'interface mais très simplifiée en noir et blanc qui donne juste la hiérarchie d'informations qu'on la met sur la page et puis les fonctionnalités qu'il y a dedans. Et puis ces fonctionnalités, on va rendre les wireframes dynamiques sous forme d'un prototype. Et là, on va pouvoir tester donc un ou plusieurs prototypes, parce que ça peut être deux hypothèses très différentes que l'on voudrait tester pour savoir laquelle est la meilleure. Donc soit il y a les tests utilisateurs où là, on va pouvoir tester environ 8 personnes en général, parce qu'on sait qu'à partir je crois, de 5 ou 6 personnes testées, on a déjà 80% des problématiques et des insights qu'on pourrait récupérer des tests qui sont réglés. Les tests utilisateurs, ou parfois même c'est carrément quand on est déjà en ligne, on peut faire des tests AB et pendant plusieurs semaines tester deux formules d'une même page pour voir laquelle performe le mieux selon les ICP, les indicatifs clés de performance que l'on s'est donné. Et puis, une fois que c'est mis en ligne, on va continuer à monitorer le produit en le mesurant avec la cybermétrie. D'un côté, il y a l'équipe de cybermétrie et en général de données qui vont nous informer là-dessus sur savoir comment l'outil performe. Et puis, la Business Intelligence, donc le BI, nous rapporte d'autres types de données. Et le TNR, qui est un système dont ça s'appelle le tonnet de recommandation, et qui en gros est proposé à l'ensemble des membres et qui à l'ensemble des membres de façon aléatoire et qui va nous permettre de pouvoir avoir un retour sur le service qu'on a mis. Je ne sais pas s'il y avait une question dans le fond ou non, j'ai cru que quelqu'un avait une main. Juste, je me demandais, c'est quoi de la cybermétrie? La cybermétrie, à l'origine, je pense que c'est venu pas mal des données analytiques que l'on reçoit sur ton service, c'est-à-dire en fait sur les lignes de code, on peut rajouter des tags qui vont informer des outils comme Google Analytics que la personne a fait tel scroll, a cliqué sur telle partie de notre interface, et ça va nous permettre d'avoir le temps qui a été passé sur telle feuille, sur telle page, est-ce que la personne a interagi dessus, qu'est-ce qu'elle a interagi en premier. Donc voilà, on récupère beaucoup de données sur le comportement des personnes et directement sur l'utilisation du site. Voilà, c'est la cybermétrie. Oui, cette fois-ci, c'est une question pour Ariel. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous parler d'un projet récent sur lequel vous avez travaillé
et expliquer les décisions clés du X et du UI qui ont été prises. Je vais prendre ça là juste pour être plus proche de l'écran pour mieux vous montrer. Donc, à l'écran, vous avez le projet sur lequel j'ai travaillé une bonne partie de l'année passée. Nous, on appelle ça activation numérique chez les jardins, mais en gros, c'est le projet de onboarding. Quand une personne s'inscrit sur des jardins, en ce moment, c'est nouveau. On est en train de travailler sur mettre en place le processus d'inscription en ligne. Une fois que la personne est inscrite sur Accéder, qui est le site numérique des jardins, qu'est-ce qui arrive? À l'époque, la personne s'inscrivait et il n'y avait aucun onboarding, aucun message d'accueil, rien. L'année passée, on s'est dit qu'il était temps de faire un petit peu comme toutes les autres grandes plateformes et d'ajouter un onboarding. Par contre, chez les jardins, on fonctionne avec des composantes d'une librairie. Donc, on utilise toutes les mêmes composantes d'une librairie qui est gérée par un système de design. Et la première version qu'on avait faite, donc la première mouture, c'était d'ajouter des bulles dans l'interface. Donc, c'est pas du tout ce que vous voyez à l'écran. Quand la personne se connectait pour la première fois, il y a une bulle qui apparaissait pour lui donner le même message que vous voyez dans l'écran numéro 2. Donc, vous consultez vos transactions et gérez votre carte de débit. On est allé au test utilisateur avec ça parce que malheureusement, c'était la seule composante qui était disponible à l'époque dans le système de design et on s'est bien fait dire comme quoi ça faisait année 2000. Donc, on est retourné en idéation, puis on est allé essayer de trouver une façon, en utilisant nos composantes, mais de moderniser un petit peu le tout. Et les deux autres problèmes qu'on avait avec la bulle, c'était qu'une bulle sur un écran natif, c'est immense, ça cache la moitié de l'écran. Donc, même pointer une bulle sur un écran et dire « Ah, by the way, c'est ici que tu peux regarder tes transactions », mais ça venait cacher l'écran, ça devenait peu accessible pour les gens aussi qui utilisent un lecteur d'écran sur le mobile. Parce que là, la bulle, elle disait, mais elle disait aussi l'information en arrière. Donc, l'interaction entre les deux, c'était différent. Donc, suite à ces tests utilisateurs et ces tests en usabilité et les tests d'accessibilité, on a décidé deux choses. Premièrement, on ne voulait pas imposer un onboarding parce qu'on voulait que l'utilisateur soit libre de choisir le moment idéal pour lui. Donc, on a rajouté l'écran numéro 1, qui est la bannière d'accueil qu'on a appelée, parce que la personne, elle se fait dire bienvenue dans ton application. Si tu veux, il y a un onboarding disponible. L'onboarding, on avait discuté justement avec la cybermétrie dont François vous parlait. C'est quoi les comportements de nos utilisateurs? Ils se connectent environ 14,8 fois par mois si ma mémoire est bonne. Donc, on pouvait y aller avec une estimation globale des se connecter aux 2 jours, en une semaine. Je te donne une semaine pour vivre tes choses, ça devrait être assez. On est allé avec un chiffre approximatif, puis on a dit que cette manière-là doit être le X nombre de temps. Donc, une semaine, une demi-heure, 2 jours, on s'est dit 3-4 minutes. Une fois que la personne cliquait, on est allé avec une autre composante qu'on utilisait, donc la Lightbox, qu'on appelle New, qui est l'espèce de pop-up ou le petit aussi, en fait comme au français. Puis on a intégré une vidéo dedans, parce que l'utilisateur, c'est ça qu'il voulait. Il voulait pouvoir voir une interaction sans nécessairement la faire. Donc, la vidéo, vous ne la voyez pas, c'est parce que ce n'est pas animé. Mais en gros, la personne clique sur le petit bouton avec la flèche du login, elle arrive sur le bonus qui s'ouvre. Et là, il y a une vidéo qui lui dit, avec la première séquence, qu'elle peut consulter ses transactions. Avec le deuxième écran, la sécurité de Desjardins, c'est quand même très, très important. Ensuite, les fonctions payées et payées. Et ensuite, toutes les autres fonctionnalités. Là, on va parler du prototype. Mais quels outils vous utilisez pour faire des wireframes ou des prototypes? Super, merci. Donc, le photo que je viens de vous montrer et la présentation que vous êtes en train de voir ont été faites sur Figma. Chez les jardins, on utilise beaucoup Figma pour tout ce qui est prototype wireframe. Pour tout ce qui est atelier d'idéation, on utilise Figma, comme l'autre version ou l'autre côté de la médaille, c'est beaucoup Figma qui a moins de librairies, qui est vraiment plus comme un grand tableau blanc pour ceux qui connaissent le tableau blanc de Microsoft. Puis, on utilise Figma. Pour les protos vraiment plus avancés, poussés, quand on a besoin d'aller tester avec des utilisateurs sur un écran de téléphone ou même une tablette, on utilise quelquefois Acture, mais c'est de moins en moins utilisé chez les jardins. Puis, j'avais un autre exemple. On avait également un autre exemple pour vous montrer justement Figma, qui est une espèce de grand tableau blanc où on fait nos séances d'idéation. Puis, à droite, vous avez un autre projet sur lequel j'ai travaillé, qui sont les conseils personnalisés chez les jardins, où, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'à la place que notre rédactrice et notre traductrice soient toujours obligées de venir corriger le texte et qu'on soit obligé de refaire le visuel, on a automatisé le système. Donc, les rédacteurs rentrent leurs informations, les boutons, toutes les librairies qu'ils veulent dans la partie en haut qui est en vert. Puis, en bas, ça crée automatiquement d'une manière, puis on peut juste réutiliser après dans nos maquettes et wireframe. Puis, le petit disclaimer, encore une fois, on l'est. Ce qu'on voulait vous faire, c'est que si, mettons, vous
ne faites pas filmant à l'école, si vous ne faites pas acteur à l'école, souvent c'est pas un frein à l'embauche dans les grandes compagnies. Personnellement, moi, à l'école, j'avais appris Sketch. Non, même pas Sketch. Adobe XD. Puis quand je sentais que ça va marcher, là, j'ai appris Sketch. Après, puis récemment, on a tous changé sur Figma. Donc, tous les employés des jardins qui étaient habitués à un logiciel, on a tous été obligés de recevoir des formations. Donc, souvent, ça incombe un petit peu à l'employeur de former sur le logiciel. Puis, une fois que vous connaissez une fois que vous connaissez Sketch, XD ou Figma, vous les connaissez pas mal tous, ils ont pas mal les mêmes boutons, c'est juste de savoir à quel endroit ils se trouvent dans l'interface. Cette fois-ci, j'ai une question pour Samuel. Quelle est l'importance que vous accordez à la recherche utilisateur dans vos projets et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, je vais pas vraiment parler de la recherche, des tests utilisateurs, qui est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie intégrante de notre, on va dire, de notre processus de conception. D'ailleurs, Ariel et François en ont parlé précédemment. On ne les fait pas systématiquement, les tests, parce que ça coûte assez cher. Par contre, on les fait quand on estime que c'est important, quand on a des hypothèses à tester, quand on veut comprendre le comportement des utilisateurs, être sûr qu'ils comprennent nos contenus, qu'ils comprennent un peu les tâches qu'on veut qu'ils puissent faire. On a plusieurs tests à disposition. On a les tests AB, comme a mentionné François. Ça permet de tester quand on a plusieurs versions, comme par exemple 2 versions qu'on voudrait tester, justement A, B, et on va regarder laquelle fonctionne le mieux avec les utilisateurs. On fait aussi des tests d'utilisabilité. Ça, c'est des tests où on veut comprendre le comportement des gens à travers nos parcours, voir s'ils comprennent par exemple le contenu ou ils comprennent les tâches à faire. Et puis, on a aussi des sondages. Ça, les sondages, ça permet d'aller chercher beaucoup de données quantitatives, vraiment de la donnée avec des questionnaires à la fin, où on peut voir justement un grand nombre de personnes, c'est quoi leur avis, par exemple, sur des pages. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, on a aussi, en fait, la chance d'avoir un laboratoire UX. Et en fait, c'est toute une équipe de chercheurs. Je pense qu'il y a une dizaine de chercheurs qui s'occupent de faire ces tests. Donc nous, quand on a un besoin en test, on les contacte, on établit un scénario avec eux, on établit qu'est-ce qu'on veut tester, les questions de recherche. Et c'est eux qui préparent les tests, qui le font, et ensuite ils nous livrent un rapport sur quoi on peut vraiment agir avec des recommandations. Voilà. Comment vous assurer, dans le fond, que vos designs soient tous accessibles à tout le monde, aux utilisateurs? Oh, t'as une question? Ouais. Ok, est-ce que j'avais d'autres? Alors, excusez-moi, je pense que j'ai manqué une partie. Je voulais dire, pour les tests utilisateurs, juste vous montrer des exemples qu'on a fait. On a déjà montré un précédemment, et là, je voulais montrer un autre test. C'était pour tester en fait la page qui permet de devoir justement changer de forfait, parce qu'on a un forfait bancaire, on veut changer de forfait. On voulait faire tester deux versions de la page. Une version où on a le forfait qui est le forfait actuel, le forfait que la personne a sur la droite, et une version avec le forfait en haut, pour que les personnes puissent comparer. Je ne sais pas si on voit bien. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une carte de chaleur qu'on appelle, qui est réalisée avec un oculomètre. Un oculomètre, c'est un appareil qui teste, qui mesure les yeux ou les yeux fixes sur l'écran. Donc, ce qu'on voit, les taches vert rouge, en fait, c'est l'endroit où les gens regardent le plus. Donc, dans les 2 versions qu'on voit là, en fait, on réalise que notre première version, avec le forfait actuel sur la droite, les gens ne le voyaient pas. Ils considèrent cette version-là comme la partie qui est sur la droite comme pas importante, donc ils ne la regardent pas. Dans la 2e version, on voit qu'ils regardent vraiment longtemps le forfait actuel. Et donc là, ça nous a permis de voir que notre première idée, en mettant le forfait sur la droite, ne fonctionnerait pas en réalité, parce que les gens ne le verraient simplement pas. J'ai un autre exemple, je n'ai pas d'écran pour le montrer, mais ça arrivé à moi sur un de mes projets. On avait un projet pour ouverture de compte pour les entreprises. Donc c'est un processus qui est quand même relativement long, avec beaucoup d'étapes. Et pour limiter le nombre d'étapes qu'on avait à faire, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va rassembler des questions dans plusieurs questions dans une seule étape. Et une des questions était de savoir si les gens avaient déjà un compte personnel chez Desjardins. Pour nous, la question était claire. Si vous avez un compte personnel, c'était clair, c'était leur compte à eux. Quand on a testé ça avec des utilisateurs, il y avait une certaine confusion chez les gens. Ils disaient, moi j'ouvre un compte entreprise, c'est une page où ça parle d'entreprise, puis on me pose une question,
personnel? Est-ce que c'est le compte personnel, mais de l'entreprise? Est-ce que c'est un compte à moi? Et ils ne comprenaient pas bien. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rajouter une étape au processus avec juste une question au début du processus qui demandait « Avez-vous un compte personnel ?» Donc là, les gens n'avaient pas encore complètement commencé. La question était beaucoup plus claire, ils comprenaient mieux pourquoi il y avait cette question, et donc, même si ça a rallongé le processus, eh bien, c'était plus clair aux utilisateurs, puis ils n'avaient pas de frustration de ne pas comprendre, en fait, pourquoi il y avait cette question. Donc là, je reviens à l'accessibilité, une petite digression. Donc oui, l'accessibilité est excessivement importante chez Desjardins. Il faut savoir qu'on est considéré comme un service essentiel. Donc on a un peu, on va dire, une responsabilité morale d'être disponible pour tout le monde en tout temps. Voilà quelques exemples, on peut dire, de pictos qui représentent un peu les problèmes d'accessibilité qu'on peut avoir. Moi, j'ai la chance d'être ce qu'on appelle ambassadeur d'accessibilité, c'est-à-dire que je suis un peu une personne ressource. Quand les gens ont des questions, dans les équipes qui ont des questions à propos d'accessibilité, ben, c'est moi qui viens voir. Je peux leur répondre, et si je ne peux pas, ben, on a une équipe aussi dédiée à l'accessibilité. Là aussi, je pense une dizaine de personnes qui, eux, vraiment, leur rôle, c'est s'assurer que l'accessibilité est suivie chez Desjardins. Ils établissent des normes qui sont basées sur le WCAG, qui est la norme officielle pour l'accessibilité. Ils font des formations pour tout le monde, pour nous sensibiliser, et aussi ils font des ateliers, par exemple des ateliers sur les lecteurs d'écran. Oui, c'est ça, c'est que nous, comme on est un service essentiel, on semble obligé de penser en fait à tous les cas d'utilisation possibles, de se rendre accessible. Donc autant nos tests, quand on livre une page, ça là on la teste. On fait ce qu'on appelle des CQ ou du test qualité. Et là, on teste différentes tailles d'écran, différentes grandeurs de police pour être sûr que n'importe quelle taille, quelqu'un qui a un problème visuel et qui a besoin d'agrandir la taille à 2 ou 3, 100%, eh bien, ils sont en mesure de lire le contenu. On va passer aussi avec des lecteurs d'écran, c'est-à-dire que ça, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille, c'est la première fois que ça déstabilise un petit peu. C'est simplement un outil qui lit tout ce qu'il y a à l'écran. Et ça, il y a des gens qui ont des problèmes visuels, ben, ils utilisent beaucoup parce qu'ils ne voient rien. Donc, tester ça avec une page, ça permet aussi de déceler beaucoup de problèmes. Et en corrigeant ces problèmes d'accessibilité, souvent, ben, ça corrige les problèmes même pour des gens qui n'ont pas de problème parce que ça simplifie le contenu et ça facilite aussi la compréhension. Cette fois-ci, j'ai une question pour Ariel et Samuel. Je vais vous demander comment vous travaillez avec les équipes de développement. Oui. Donc, on tenait à vous donner deux perspectives, en fait, de la mienne qui oui, je sais pas. Est-ce que ça va? Ah, d'accord. Merci. Oui, on tenait à vous donner deux perspectives sur le développement. Donc, la mienne qui n'est pas totalement dans le domaine, et celle de Samuel qui a déjà été développeur auparavant, comme vous l'avez mentionné. Pour ma part, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mon baccalauréat, c'est en neurosciences cognitives, donc la neuropsychologie neurolinguistique. J'ai eu la chance au cégep de faire quelques cours de programmation dans mes formations et dans le parcours que j'ai fait, puis de perfectionner, disons ça comme ça, mes capacités de programmation à l'université. Oui, je veux en venir, c'est que tous ces cours-là, aujourd'hui, pour vrai, je les regrette pas. Ils mettent beaucoup dans mon métier de tous les jours, même si c'est pas moi qui est derrière le clavier à taper les lignes de code. Parce que, un peu, François, vous l'avez mentionné tantôt, chez Desjardins, on fonctionne en mode agile. Donc, en mode agile, je ne trouve pas tout le design des cérémonies, mais on est quand même souvent en contact avec les développeurs, notamment tous les matins, pendant 15 minutes, on a ce qu'on appelle notre daily scrum, notre mêlée quotidienne en français. On a connu, donc daily scrum, où est-ce que les devs nous expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, et est-ce qu'ils ont eu des bloquants. Souvent, les bloquants qui nous apportent, c'est des bloquants qui ont rapport avec nos maquettes. Que ce soit au niveau du visuel ou au niveau de l'expérience globale, du wireframe, ils viennent nous voir et nous disent « Ah, ben hier, j'ai essayé de faire telle interaction, puis ça n'a pas fonctionné. » Le problème avec les développeurs, c'est que c'est très rare qu'ils nous disent ça dans ces termes-là. Ils nous disent plein de mots que je ne pourrais pas vous répéter parce que je ne les comprends pas. En gros, ça ne fonctionne pas dans la base de données. Les interactions qu'il a faites ne sont pas capables d'aller chercher l'information. Les tokens ne sont pas disponibles. En tout cas, ils nous balancent tout ça dans la face. Ça nous prend quand même une
un petit minimum de connaissances en développement pour être capable de, un, les suivre, de deux, s'assurer qu'ils ne nous disent pas n'importe quoi, parce que des fois, ça arrive, il y en a qui veulent passer vite, qui veulent passer plus vite, moins vite, donc ils veulent nous raconter un petit peu n'importe quoi, parce qu'ils savent que de toute manière, on comprend un mot sur 4. Donc, ça aide quand même d'avoir une petite base en programmation sans pour autant dire que je ne pourrais pas faire leur job l'autre chose. J'ai eu des cours de programmation pour dire que je suis capable de coder Flappy Bird, ça rêve là. Mais ça aide vraiment pendant ces périodes-là. Pendant les rétros aussi, souvent ils vont dire la rétrospective est un moment où est-ce qu'ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est bien passé pendant leur sprint, donc pendant les 2-3 semaines qu'on vient de passer. C'est quand même utile de savoir bon, qu'est-ce qui s'est mal passé pour eux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables de livrer les travaux qui se sont engagés à livrer, comment est-ce que nous, en tant qu'UX, on peut les développer, comment nous, en tant qu'équipe de conception, on peut les aider. Donc, ça facilite vraiment la communication entre l'équipe de conception et les équipes de développement. Voilà, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Ariel. Puis, j'avoue, des fois, ça permet aussi de voir quand un développeur essaie de nous en passer une vie. Quand on connaît et qu'ils nous disent non, ça je peux pas faire, on peut le dire. T'es sûr, moi je pense que oui. Et j'ai envie de dire aussi que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que autant c'est intéressant pour les UX de savoir développer, ou enfin d'avoir une base de connaissances en développement, autant pour les développeurs, c'est, je pense, important d'avoir une base de connaissances en UX. Juste d'avoir cette sensibilité par rapport aux utilisateurs, par rapport à leurs besoins. Je pense que ça peut éviter pas mal de problèmes. J'ai été dans des compagnies où il n'y avait pas de UX, puis quand on voit qu'on est en train de développer quelque chose qui ne fonctionne pas, puis que les développeurs nous disent on s'en fout, c'est les utilisateurs, ça fait un petit peu mal. Mais ça arrive, puis ça arrive encore trop souvent. Et je dois dire qu'il y a une petite satisfaction. Quand on développe quelque chose, on fait quelque chose, puis on voit que c'est utilisé, et que c'est utilisé comme on a envie, et que les gens comprennent et qu'ils sont satisfaits. C'est, je pense, là on sent qu'on a fait, j'ai envie de dire, un peu du professionnalisme, c'est la satisfaction du travail bien fait. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? On va arriver à la période de questions. Oui. Vraiment, c'est des questions qui sont rapport aux emplois. C'est un peu vraiment. Je vais répéter la question au micro, vas-y. Comment se fonctionnent les stages dans votre compagnie, si vous en faites? Comment fonctionnent les stages déjà, si vous accueillez des stagiaires? Question pratique. Ça dépend. Desjardins, pour ça, le mentionner, il y a quand même 58 000 employés, il y a énormément de directions, donc je ne pourrais pas te répondre pour toutes les directions. Habituellement, quand il y a un stage de faire, c'est publié dans les écoles. Moi, je suis rentrée chez Desjardins par un stage qui a été publié au HCC par l'entremise du laboratoire dans lequel je travaillais. Sinon, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont mis sur le site de Desjardins ou sur des sites comme Indeed et compagnie. Un centre juste à appliquer. Si tu connais quelqu'un chez Desjardins qui est dans le même domaine que toi, il peut te référer aussi. On a comme tout un système à l'interne de référencement où on peut pointer une candidature, mais en tant qu'employé, on a beaucoup de leviers sur ce côté-là. Merci. Merci Ariel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste rajouter qu'on a refait toute la section carrière dernièrement sur le site. Donc, vous pouvez essayer et puis nous donner un feedback si vous aimez, si vous avez une expérience. Un test utilisateur pour la phase de recrutement de stage. Est-ce que vous utilisez des termes anglophones genre dans le milieu de travail? Alors, est-ce que vous utilisez des termes anglophones dans votre milieu de travail, dans votre quotidien? Comme tout à l'heure, Ariel le disait, il y a des termes anglophones qui sont plus utilisés effectivement que les termes anglophones comme le daily scrum, on dirait les quotidiennes. Personne ne le dit, quoi. On parle d'épopée à la place d'Epix parfois quand on est en train de travailler sur Jira qui permet de... Enfin, je ne vais pas faire toute la description de ce que fait Jira. Mais en gros, oui, il y a quelques termes anglophones. Chez Desjardins, c'est quand même très francophone. Donc on essaye quand même au maximum de pouvoir franciser le maximum de mots. Mais il y en a certains qui sont plus compréhensibles en anglais. Mais ils sont partagés par toute la communauté. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Est-ce qu'il y
que vous dites récit utilisateur ou user story? Ils vont dire récit, et moi, au début, quand je suis arrivé, je lui disais, oui, c'est historique, quoi, mais ils sont bien à dire récit, ouais, c'est vrai. En mode Scrumagie, il y a beaucoup de termes anglophones qui vont être utilisés dans beaucoup d'entreprises, même chez Desjardins. Moi, je voulais demander si vous avez des conseils pour les étudiants qui veulent faire du UX, justement, nous, en tant qu'étudiants, comme on n'a pas encore mis un pied dans l'industrie, il y a des choses qu'on n'a pas conscience. Donc, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour justement orienter les étudiants qui souhaitent faire du UX après le DEC? Ok, je peux lancer en premier, puis n'hésitez pas à compléter. Comme conseil concret, honnêtement, je ne sais pas ce que je pourrais vous donner. C'est sûr que, comme conseil plus généraux, je te dirais de continuer à regarder ce qui se passe dans l'industrie. C'est quand même super important d'être à jour. Il y a plein de plateformes qui vous permettent en ligne de faire des tutoriels, suivre des cours en ligne. Il y a un cours ouvert à OHSC sur edX qui n'est pas payant. Tu peux faire le cours juste de UX. Les examens sont payants, en fait, je me suis mal exprimée, mais le contenu du cours en tant que tel, suivre les vidéos, c'est ouvert à tous. Donc, c'est quand même plus intéressé que tu veux avoir un cours plus spécifique sur vraiment le design UX, comment utiliser XD, parce que je sais que c'était utilisé à l'époque au HEC. Toutes les vidéos sont disponibles en ligne et de manière gratuite. Peut-être que je pourrais rajouter là justement aussi, si on peut prendre un peu de l'expérience, en attendant, on a envoyé nos lettres de recommandation, puis on cherche une job, ça peut être peut-être de garder la main, et puis peut-être prendre juste comme un site web, l'analyser, puis essayer de faire tout ce que tu ferais comme à l'école ou même dans une entreprise, ou essayer de faire, analyser, puis essayer de corriger peut-être des choses juste pour toi. C'est juste, on veut dire, pour t'amuser, mais ça te fait garder la main, puis ça te fait pratiquer. Et puis, c'est ce qui peut arriver justement, c'est une fois que tu es dans une entreprise, c'est de pouvoir peut-être analyser l'existant pour l'améliorer. Question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Brian. Petite question. Dans l'instruction, il y avait une bulle qui sort un peu de guide, qui n'est pas forcée sur l'utilisateur, et qu'on peut amener pour peut-être pousser en application le guide. Est-ce qu'il y a un moyen de voir le guide sans cette bulle-là? Parce que je me dis que si le bachelor, Tu parles de quelle bulle exactement? Là-bas, pour un guide pour l'utilisation de l'application. Non. Si on est sur le liste, on ne peut pas vraiment revenir sur le guide si on a besoin. Exactement. Il y a eu des questions sur Desjardins à un moment donné de mettre un espace, un centre de notification qu'on voulait appeler pour mettre toutes les informations sur cette place-là, mais c'est encore en réflexion avec nos équipes. Puis la raison pour laquelle on avait mis la bannière du départ, c'est parce que habituellement, une personne qui fait son inscription en ligne est relativement plus jeune dans les personnages, donc a déjà de base moins besoin d'accompagnement. Donc, lui forcer un accompagnement directement, ce n'est pas une bonne pratique. Contrairement aux personnes qui sont moins bonnes sur le numérique, eux allaient directement se présenter dans une caisse Desjardins en physique, puis le conseiller ouvrait le compte avec la personne. Donc, à ce moment-là, il y avait moins besoin d'accompagnement également. Puis à la maison, ça lui faisait un petit rappel non obligatoire des fonctionnalités qu'il fait en classe. Merci Ariel. Une dernière petite question? Allez, vas-y. À quel point le légal, ça impacte le travail entre comment collaborer avec eux? Alors, à quel point le légal impacte le travail? Je pourrais répondre à deux parce que moi j'étais plus sur la partie transactionnelle. Et le légal a une importance capitale. C'est sûr que les poursuites légales, quand tu gères, on est à peu près à 7,5 millions de comptes, je pense à peu près chez Desjardins, et que quelque chose est diffusé, qu'il y a le moindre problème légal, c'est vrai que ça peut coûter très très cher, quoi. Donc, alors on essaie de les inclure assez tôt dans le processus pour éviter d'avoir à la fin un produit qui n'est pas tout à fait propre au niveau du légal, quoi. Donc on les inclut, on essaie de les inclure en tout cas le plus possible dès le départ pour ne pas se retrouver avec quelque chose pour ne pas se retrouver avec quelque chose qui est illégal. Néanmoins, eux, comme leur objectif, c'est que ce soit qu'il y ait zéro poursuite et qu'il n'y ait aucun utilisateur qui puisse se plaindre.
parfois leurs exigences sont tellement hautes que ça dégrade carrément l'expérience qu'on est obligé de faire. Donc on trouve un compromis entre le fait que ça reste exactement du point de vue légal quelque chose où il y a très peu de risques, mais qu'on puisse avoir notre liberté quand même de pouvoir créer, parce qu'il y a des moments où le légal effectivement réduit trop les possibilités de conception. Merci.